Une terre sans peuple. À quoi ressemble la Palestine? Est-ce une terre sans peuple, pour un peuple sans terre, comme l'affirment les sionistes? Les plus lucides d'entre eux adoptent une vision plus réaliste. Parmi eux, un juif russe, Asher Ginsberg, honoré partout en Israël sous le nom de Ahad Ha'am, se rend pour la première fois en Palestine en 1891. Il en ramène un article prémonitoire intitulé « Vérité de la terre d'Israël ». Nous avons l'habitude de croire, écrit-il, hors d'Israël, que la terre d'Israël est aujourd'hui presque entièrement désertique, aride et inculte, et que quiconque veut y acheter des terres peut le faire sans entrave. Mais la vérité est tout autre. Dans tout le pays, il est dur de trouver des champs cultivables qui ne soient pas cultivés. Nous avons l'habitude de croire, hors d'Israël, que les Arabes sont tous des sauvages du désert, un peuple qui ressemble aux ânes, qui ne voient ni ne comprennent ce qui se fait autour d'eux. Mais c'est là une grande erreur. L'Arabe, comme tous les fils de Sem, a une intelligence aiguë et rusée. S'il advient un jour que la vie de notre peuple, les Juifs, dans le pays d'Israël, se développe au point de repousser, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le peuple du pays, ce dernier n'abandonnera pas sa place facilement. Car c'est un fait, la terre de Palestine est habitée en grande majorité par des Arabes, 600 000 musulmans et 70 000 chrétiens. 80 000 juifs y vivent aussi. Les paysans, les fellahs, représentent près de 60% de la population active et un tiers ne possède aucune propriété. Plus de la moitié des terres appartiennent à un nombre restreint de familles terriennes, moins de 10% des propriétaires, pour l'essentiel musulmanes, qui jouissent d'une influence dominante dans les campagnes. Dans les villes aussi, mais les grandes familles chrétiennes y jouent également un rôle actif. Malgré le lourd passé ottoman, les dernières décennies d'hégémonie turque ont été marquées par l'impéritie, la corruption, le despotisme. La région est économiquement vivante. Connue pour ses agrumes, ses oranges sont déjà célèbres en Europe, elle produit aussi du blé et d'autres céréales. Une industrie manufacturière se développe. Des classes moyennes s'affirment dans les villes, qui restent toutefois de taille modeste à l'exception de Jérusalem, qui compte plus de 50 000 habitants. Depuis des décennies, les pèlerinages alimentent une industrie du tourisme, à Jérusalem, bien sûr, mais aussi à Bethléem et à Nazareth. Au début du siècle, la vie intellectuelle et politique est en plein essor, avec la naissance d'une presse, notamment El Carmel à Haïfa et Palestine à Jaffa. En Palestine, l'opposition au projet sioniste s'est manifestée avant même la guerre. Elle se traduit concrètement par le rejet de ces envahisseurs, dont les mœurs et le mode de vie sont totalement étrangers et dont le comportement est souvent caractérisé par le racisme et le mépris pour les autochtones. Dès les années 1880, les achats de terres à des propriétaires absentéistes qui vivent à Beyrouth ou à Constantinople suscitent des résistances d'autant plus grandes qu'ils sont vite perçus comme des tentatives de dépossession. L'occupation de Jérusalem par la Grande-Bretagne le 9 décembre 1917, l'effondrement de l'Empire ottoman et la révélation de la promesse Balfour accentuent les inquiétudes des Palestiniens. Avec l'instauration du mandat britannique sur la Palestine en 1922 et la fixation des frontières, ils mènent désormais le combat à l'intérieur de la Palestine mandataire et le mouvement national palestinien,
au moins jusqu'à la grande révolte de 1936-39, devra compter sur ses propres forces. Les Palestiniens réclament la formation d'un gouvernement national qui sera responsable devant un parlement élu par tous ceux qui résidaient en Palestine avant la guerre, musulmans, chrétiens et juifs. Mais il est déjà trop tard. Le mandat britannique se met en place. Une page s'ouvre. Le Yishuv. Immigration, achat des terres et organisation politique. Jusqu'en 1939, la Grande-Bretagne favorise sans restriction l'installation des Juifs en Palestine et leur organisation autonome. Dès la conquête de Jérusalem en 1917, se met en place une administration indépendante sioniste, aux côtés de l'administration britannique. Le Yishuv, nom donné à la communauté juive installée en Palestine, entame sa marche vers l'État. Le texte du mandat prévoit la création d'une agence juive, interlocuteur de l'autorité mandataire. Celle-ci sera un véritable gouvernement parallèle qui s'attellera notamment à l'accélération de l'immigration. Les Britanniques admettant que les sionistes sont seuls compétents à choisir les candidats, les formalités s'opéreront dans les locaux du mouvement sioniste dans le monde, non dans les consulats britanniques. Qui sont ces émigrants? Pour l'essentiel, ils arrivent de Russie et d'Europe centrale, fuyant les pogroms. Encadrés par des militants convaincus, ils espèrent bâtir une nouvelle vie. Pourtant, les chiffres de l'immigration, au moins jusqu'à l'arrivée de Hitler au pouvoir en 1933, illustrent les difficultés du mouvement sioniste à mobiliser les masses juives. L'an prochain, à Jérusalem, ce slogan relève davantage de l'incantation religieuse que du mot d'ordre politique. Entre 1919 et 1923, l'immigration représente à peine 35 000 personnes. Elle s'accélère un peu en 1924-25, date du début d'une politique anti-juive en Pologne et surtout de l'adoption par les États-Unis de mesures restreignant l'immigration avant de chuter du fait de la crise économique en Palestine. En 1927, on compte même plus d'émigrants juifs de Palestine que d'immigrés. En 1928, 155 000 juifs sont installés en Palestine, alors que, entre 1870 et 1927, le nombre de juifs aux États-Unis passe de 250 000 à 4 millions. Laissés libres de leur choix, la grande majorité des Juifs de Russie et de l'Est préfèrent, comme les Irlandais ou les Italiens, le Nouveau Monde à la Terre Sainte. À travers le Fonds national juif, l'achat de terres est l'un des objectifs et l'un des moyens essentiels du mouvement sioniste. Comme le remarque en 1925 un mémorandum du Fonds, on ne peut parler en Palestine d'une colonisation en terre vierge, puisqu'il existe déjà des paysans autochtones. On ne peut non plus exproprier ceux-ci par les procédés sommaires employés dans les colonies de conquête, comme en Algérie. Il faut donc acheter les terres. Les domaines acquis sont rétrocédés à des particuliers, mais restent propriété inaliénable du peuple juif. Le travail exclusivement juif est encouragé, les fellahs poussés dehors. Des colonies agricoles se créent et les fameux kibboutz se mettent en place. Le premier en 1910 à Degania. En 1920 est fondée la Haganah, une organisation de milices juives, l'embryon de la future armée israélienne. Le Yishuv impose la langue hébraïque au détriment du yiddish, parlé par la majorité des immigrés d'Europe de l'Est, et s'organise politiquement. Les Britanniques autorisent dès 1920 l'élection d'une sorte de parlement avec son propre exécutif. Le Vaad Lemi, Conseil national. Alors que dans les années 1920, le centre de décision du mouvement sioniste est encore à l'extérieur,
Dès le milieu des années 1930, il passe au Yishuv. Toutes ces institutions bien organisées bénéficient du soutien de la puissance coloniale. C'est presque naturellement qu'elles se transforment en 1948 en un État moderne et efficace. Le courant socialiste ne cesse de progresser aux élections. Plus de 40% des suffrages dans les années 1930 et son dirigeant, David Ben-Gurion, devient président de l'Agence juive en 1935. Une opposition est fondée en 1925 par Zev Jabotinsky. Elle est dite révisionniste, car elle a demandé à ce que le mandat soit révisé pour couvrir les deux rives du fleuve Jourdain, c'est-à-dire que les Juifs aient le droit de s'installer aussi en Transjordanie. En quoi se distinguent les courants socialistes et révisionnistes? Au-delà de discours antagonistes sur la question sociale et de divergences importantes sur la tactique, le premier, plus pragmatique, prône une entente avec la Grande-Bretagne, les socialistes acceptent le principe du partage de la Palestine, tandis que les révisionnistes affirment que la terre est inaliénable, revendiquant aussi plus ouvertement l'expulsion des Palestiniens. Face aux Yishuv, les Palestiniens ne disposent pas de nombreux atouts, si ce n'est celui du nombre. Mais à l'inverse de ce qui se passe dans d'autres colonies, l'immigration va petit à petit les priver de ce seul avantage. L'unité des Palestiniens pour rejeter le mandat et la promesse Balfour ne dure pas. Les Britanniques attisent les dissensions entre les grandes familles palestiniennes, notamment les Nashashibis, plus proches d'eux, et les Husseini. Amin el-Husseini deviendra le grand moufti de Jérusalem. Ces contradictions aboutissent à l'éclatement des structures unitaires palestiniennes et à une paralysie stratégique. D'un côté, les organisations palestiniennes refusent les propositions de la puissance mandataire de former une assemblée qui ne reflèterait pas les équilibres démographiques. Elles rejettent également la mise en place d'une agence arabe, pendant de l'agence juive, qui reviendrait à légitimer le droit politique des Juifs sur la Palestine. De l'autre, elles ne parviennent pas à s'entendre sur une orientation, hésitent à affronter directement la politique pleine des duplicités de la Grande-Bretagne, s'égarent. Mais comment pourrait-il en être autrement? Dans les arcanes de la diplomatie internationale dominée par les Occidentaux. Pourtant, la frustration des masses palestiniennes s'exprime dans des émeutes, mélange de jacqueries paysannes, de pogroms et de coups de main contre les Britanniques. Ainsi, celle qui éclate en août 1929 à Jérusalem, à propos déjà du contrôle des lieux saints. Elle s'étend dans le pays, notamment à Hébron, où près de 80 Juifs appartenant à des familles installées dans la ville depuis des générations sont massacrés dans des conditions atroces. Mais c'est durant ce pogrom que, comme le rappelle l'historien israélien Tom Segev, de nombreux Juifs sont sauvés par des musulmans. L'histoire juive, note-t-il, recèle peu de faits de salut collectif de ce genre. Pourtant, un fossé sépare autochtones et colons. Pour les Arabes, le débarquement d'immigrants armés d'un projet politique cohérent est perçu comme une menace à leur existence même. Ces étrangers les expulsent de leurs terres et veulent y créer un État juif. Pour les immigrants juifs, convaincus souvent de débarquer sur une terre sans peuple, les Arabes sont au mieux des sauvages en marge de la civilisation. Ayant fui les pogroms, ils perçoivent leur attaque comme la continuation des persécutions dont ils ont été victimes sur le vieux continent.